Des Algériens ont manifesté après que le journaliste Khaled Drareni, devenu le symbole du combat pour la liberté de la presse, a été condamné en appel à 2 ans de prison ferme. Les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest rencontrent le chef de la junte militaire malienne au Ghana ce mardi, date limite fixée pour la désignation d'un président et d'un premier ministre afin de mener à bien la transition au Mali. En Guinée, la commission électorale a présenté ce lundi des chiffres du fichier électoral entrant dans le cadre de la présidentielle, des chiffres aussitôt contestés par l'opposition au président Alpha Condé. Ainsi se présente le sommaire de ce journal. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest rencontrent le chef de la junte militaire malienne au Ghana. Ceci ce mardi, date limite fixée pour la désignation à la fois d'un président et d'un premier ministre civil afin de mener à bien la transition dans le pays. Reportage. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui réclame la tenue de scrutin dans les 12 mois a notamment imposé un embargo sur les flux commerciaux et financiers au Mali. Les 15 nations ouest-africaines ont exigé que la junte au pouvoir nomme au plus tard ce mardi un président et un premier ministre civil. L'objet de cette rencontre est simple, nous devons terminer nos délibérations sur le Mali, a déclaré le président ghanéen Nana Akufo-Addo lors de l'ouverture de ce sommet à Accra. Le pays ne peut plus se permettre de retarder encore la nomination d'un gouvernement responsable. Le président Akufo-Addo, qui occupe la présidence tournante de la CEDEAO, a répété que mardi marque la date à laquelle la junte militaire est censée mettre en place un gouvernement. Cette affaire doit maintenant être réglée, a-t-il insisté. Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a quitté le Mali pour la première fois depuis sa prise de pouvoir le 18 août pour participer en personne à ces discussions. Il doit prononcer un discours et détailler la position des putschistes lors d'un huis clos avec les chefs d'État de la région. Le colonel Assimi Goïta s'est engagé samedi à instituer un gouvernement pour rétablir un pouvoir civil dans les 18 mois après l'adoption d'une charte de transition. Mais cette proposition a été rejetée par les membres du mouvement de contestation qui a mobilisé pendant des semaines dans la rue contre le régime du président déchu Ibrahim Boubacar Keïta. Les partisans d'une transition longue confient aux militaires arguent du temps et de l'autorité nécessaires pour créer les conditions de redressement dans un pays souvent décrit comme près de sombrer. Les autres évoquent, au contraire, le risque d'une instabilité encore accrue dans un Sahel déjà gagné par les agissements djihadistes et le mauvais exemple régional donné par une junte maintenue durablement au pouvoir. Des Algériens, quant à eux, ont manifesté à Alger après que le journaliste algérien indépendant Khaled Drareni, devenu le symbole de combat pour la liberté de la presse, a été condamné en appel à 2 ans de prison ferme, ce qui signifie qu'il reste en détention selon l'un de ses avocats, Moustapha Bouchicha. 2 ans de prison ferme pour Drareni. Nous allons faire un pouvoir en cassation, a déclaré à l'agence France-Presse son avocat, Maître Bouchachi. Son maintien en détention est la preuve d'un enfermement du régime dans une logique de répression absurde, injuste et violente, a réagi Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières, dont Khaled Drareni est le correspondant en Algérie. Le journaliste âgé de 40 ans a été arrêté après avoir couvert le 7 mars à Alger une manifestation d'étudiants. Il est aussi accusé d'avoir critiqué sur Facebook la corruption et l'argent du système politique et d'avoir publié le communiqué d'une coalition de partis politiques en faveur d'une grève générale. Selon Reporters sans frontières, Drareni avait été condamné le 10 août dernier à 3 ans d'emprisonnement pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Lors du début du procès en appel, il y a une semaine, le procureur avait requis 4 années de prison ferme contre lui. Je trouve que c'est abusé. Aujourd'hui, on consacre l'injustice au sein du palais de justice. C'est juste immoral, non éthique, et cela n'augure rien de bon pour la suite de l'avenir de l'Algérie. C'est triste
Aujourd'hui, un journaliste qui a exercé son métier, qui a fait ses fonctions de journaliste, qui n'a fait que transmettre la voix du peuple, se trouve condamné de 2 ans de prison. C'est quoi ça? Moi, je pense aujourd'hui qu'on ne peut plus exercer le journalisme en Algérie. En Algérie, aujourd'hui, on ne fait que être chargé de communication du régime. En dissuadant sa couverture journalistique, une justice algérienne aux ordres croit possible de mettre le Irak dans une cocotte minute et de fermer le couvercle. C'est une stratégie vaine, explosive, qui sape la légitimité de ceux qui la mettent en œuvre, à dénoncer Reporters sans frontières. Khaled Brahimi était jugé en compagnie de Samir Ben Larbi et Slimane Amitouche, 2 figures du Irak, le soulèvement populaire anti-régime. Sous le coup des mêmes chefs d'accusation, Ben Larbi et Amitouche ont été condamnés à 4 mois de prison. Les ayant déjà purgés, ils sont ressortis libres de la cour d'Alger. En Guinée, la commission électorale indépendante a présenté ce lundi les chiffres du fichier électoral entrant dans le cadre de la présidentielle. Des chiffres aussitôt contestés par l'opposition au président Alpha Condé. L'opposition guinéenne accuse la commission électorale nationale d'avoir gonflé l'électorat dans le fief du pouvoir qui s'en défend. La commission a présenté ce lundi le fichier électoral comme définitif et indiqué que la distribution des cartes d'électeurs commencerait vendredi pendant que le rapport des experts dépêchés en Guinée pour assister la commission électorale nationale dans l'établissement du fichier est attendu. L'élaboration des listes des Guinéens habilités à voter est un sujet de querelle politique récurrent dans ce pays. La communauté internationale avait sévèrement mis en doute la fiabilité de celui employé en mars pour un référendum constitutionnel dont Alpha Condé s'est servi pour faire acte de candidature à un 3e mandat. Selon les statistiques, la région de Kankan, fief du président Condé, dans l'Est, compte 22% des inscrits, soit plus d'1 million d'électeurs. Le bastion du principal opposant Cellou Dalein Diallo, la Bénor, représente 8% de l'électorat. Des disparités qui suscitent des interrogations, a confié un responsable du parti de Cellou Dalein Diallo à l'agence France Presse. En Côte d'Ivoire, la liste des présidentiables pour le scrutin du 31 octobre prochain est désormais connue. 4 candidatures ont été validées par le Conseil constitutionnel. Plusieurs personnalités politiques ivoiriennes se sont vues refuser leur dossier, notamment l'ancien président Laurent Gbagbo et l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Lors d'une conférence de presse à Abidjan, le Conseil constitutionnel a validé lundi la candidature du président Alassane Ouattara à un 3e mandat controversé. Considérant que, dans ces conditions, en ne mentionnant pas expressis verbis, s'agissant du décompte des mandats présidentiels, que ceux exécutés sous l'empire de la précédente Constitution doivent être pris en compte pour l'application de l'article 55, il ne peut être sérieusement fait grief au président de la République sortant, se fondant sur ce nouveau départ de la vie politique et institutionnelle, de prétendre briguer un nouveau mandat. Considérant en conséquence de ce qui précède qu'il est cher de déclarer mal fondées les requêtes de M. Bédier Kona Aimé Henri et du PDCI RDA, ainsi que de M. Afi Nguessan Pascal et du FPI, et de les rejeter, de déclarer éligible M. Alassane Ouattara et de l'inscrire sur la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. Le président du Conseil constitutionnel a également annoncé que les candidatures à l'élection présidentielle de l'ancien président Laurent Gbagbo et de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro sont irrecevables. Le dossier de candidature de M. Gbagbo Laurent n'est pas conforme aux dispositions des articles 48, 50 et 51 du Code électoral et doit, en conséquence, être déclaré irrecevable. Considérant ainsi que le dossier de candidature de M. Soro Kibafouri Guillaume n'est pas conforme aux dispositions de l'article 48 du Code électoral qui subordne la validité de la candidature à la présidence de la République à la qualité d'électeur, laquelle résulte de l'inscription sur la liste électorale. Qu'il s'ensuit que la candidature de M. Soro Kibafouri Guillaume doit être déclarée irrecevable. Le président Alassane Ouattara, qui promet une victoire un coup KO au premier tour, aura donc comme adversaire son vieux rival, ancien allié et ancien président, Henri Konan Bédier.
Il aura également face à lui Pascal Affi-N'Guessan, ancien Premier ministre sous la présidence de Laurent Gbagbo, et l'ancien député Kouadio Konan-Bertin, dissident du parti d'Henri Konan Bédié. John Magufuli, président de la Tanzanie, et son homologue de l'Ouganda, Yoweri Museveni, ont signé à Dar es Salaam un accord sur la construction d'un oléoduc de plus de 1400 km. Le projet sera réalisé par la compagnie française Total aux côtés de 2 entreprises chinoises et britanniques. Les travaux sur ce oléoduc d'Afrique de l'Est doivent débuter d'ici la fin de l'année. Le projet d'un coût estimé à 3,5 milliards de dollars prévoit l'exploitation de gisements découverts en 2006 en Ouganda dans la région du lac Albert à l'ouest et l'acheminement du pétrole par cet oléoduc. Après des années de discussions sur le tracé de l'oléoduc vers l'océan Indien, l'Ouganda a annoncé en 2016 sa décision de le faire passer par la Tanzanie jusqu'au port de Tanga plutôt que par le Kenya. Les gisements de pétrole en Ouganda sont situés au sein de plusieurs réserves naturelles. L'un d'eux s'étend jusque dans le plus grand parc national du pays. Selon la Tanzanie, le projet de construction de l'oléoduc devrait permettre la création de 10 000 emplois et le dédommagement de plus de 90 000 personnes. Ce projet est une autre grande victoire pour notre nation. Nous avons écrit une autre histoire de victoire avec l'Ouganda. La première a été celle de la guerre de Kagera, au cours de laquelle nous avons renversé Idi Amin et il a fui l'Ouganda. C'était notre première victoire. Celle-ci est maintenant notre deuxième victoire historique en termes économiques et cette victoire est pour les 2 parties, la Tanzanie et l'Ouganda. Kwa nchi zote mbili, Tanzania na Uganda. Kwa hiyo bilioni 6.5. Le montant de 4,6 milliards est officiellement le montant total de carburant qui a été confirmé. Ce montant se trouve dans des zones où l'on trouve 40% de la superficie pétrolière. Les 6,5 milliards restants se trouvent dans la zone de l'Albertine. Mais il ne s'agit que de 40% de la zone. Nous continuons à chercher dans la zone restante pour trouver plus de carburant. Ili ingine bado tunaendelea kutafuta. La Fédération internationale des droits de l'homme FIDH et l'ONG Oxfam ont mis en garde dans un rapport publié le 10 septembre contre les risques que fait courir ce projet au mode de vie des populations et à des écosystèmes extrêmement sensibles dans une région dont la biodiversité est une des plus riches au monde. C'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.